Imaginez un instant que votre réveil sonne demain matin et que, en ouvrant les yeux, vous réalisiez que le monde tel que vous l'avez toujours conçu s'est évaporé. Imaginez que la carte géopolitique, avec ses frontières, ses alliances et ses hiérarchies que l'on vous a enseignées à l'école comme étant des vérités absolues, soit devenue caduque en une seule nuit. Imaginez que toutes vos certitudes sur ceux qui tiennent réellement les rênes de notre planète soient sur le point d'être balayées par le vent de l'histoire. Ce n'est pas une hypothèse d'école. Car pendant que nous discutons ici, alors que la grande majorité de la population dort paisiblement, bercée par l'illusion que l'ordre mondial occidental est gravé dans le marbre pour l'éternité, un événement monumental, un véritable séisme tectonique, est en train de se jouer dans les eaux turquoises des Caraïbes. Des bâtiments de guerre russes, des monstres d'acier bardés de technologies militaires de pointe, incluant des capacités hypersoniques, ont jeté l'ancre dans les ports vénézuéliens. Et je tiens à être très clair, ce n'est pas un scénario de science-fiction, ce n'est pas le pitch du dernier film d'action d'Hollywood, et ce n'est pas une théorie du complot obscur. C'est la réalité brute, tangible, qui se déroule en ce moment même, à quelques encablures des plages de Floride. Je suis Wolf, l'économiste du fan club, et ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui ne va pas seulement vous informer, cela va radicalement transformer, peut-être même bouleverser, votre vision du pouvoir global et de la mécanique secrète qui régit les relations internationales. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains événements majeurs, cruciaux pour notre avenir, n'apparaissent jamais dans les titres des grands journaux télévisés de 20 heures? Pourquoi on nous martèle des faits divers insignifiants ou des polémiques stériles jusqu'à l'écœurement, alors que d'autres histoires, infiniment plus décisives pour l'équilibre du monde, sont ensevelies sous une chape de plomb, un silence médiatique assourdissant? Ce qui se trame actuellement au Venezuela est l'exemple parfait de cette omerta organisée. Une puissance nucléaire majeure, la Russie, déploie ses pions militaires les plus stratégiques à moins de 3200 km du sol américain. Arrêtez-vous un instant sur ce chiffre. 3200 km. À l'échelle des missiles modernes, c'est une distance dérisoire. C'est plus proche que nombre de bases militaires que les États-Unis eux-mêmes ont disséminées aux quatre coins du globe pour encercler leurs rivaux. Pourtant, quand Moscou reproduit cette stratégie en miroir, le monde occidental se fige dans la stupeur. Pourquoi cette panique? Parce que nous ne vivons pas simplement un incident diplomatique. Nous assistons au crépuscule d'une ère. C'est la fin de l'hégémonie absolue, la fin de la domination sans partage d'une superpuissance unique qui a dicté sa loi pendant près d'un siècle. Mais pour saisir toute l'ampleur vertigineuse de ce séisme, il ne suffit pas de regarder les événements de cette semaine. Il faut remonter le temps. Cette histoire n'a pas commencé il y a 5 ans avec les sanctions, ni il y a 10 ans, ni même 20. Pour comprendre l'enjeu réel, nous devons plonger dans les racines profondes de l'histoire, remonter à l'époque où tout un continent a été décrété arrière-cour d'une nation voisine, traité comme une propriété privée pendant près de 2 siècles. Il faut parler de l'Amérique latine, de ses veines ouvertes, et de la trajectoire tragique qui a conduit des nations souveraines à chercher désespérément refuge dans des alliances jadis inconcevables pour assurer leur survie. Tout commence véritablement au XIXe siècle avec la proclamation de ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Sous ce nom qui sonne académique et poussiéreux, se cache une réalité d'une brutalité inouïe. Ce principe, édicté par Washington, stipulait que l'hémisphère occidental tout entier était la chasse gardée des États-Unis, une zone d'influence exclusive où aucune puissance européenne n'avait le droit de citer. Sur le papier, dans les livres d'histoire officiels, cela était présenté comme une mesure protectrice pour les jeunes républiques latines contre le colonialisme européen. Mais dans la pratique, ce fut un chèque en blanc, un permis d'ingérence totale et perpétuelle pour le voisin du Nord. Et ils ne se sont pas privés d'utiliser ce permis. L'histoire du XXe siècle en Amérique latine est une litanie sanglante d'interventions américaines. Prenons le Guatemala en 1954. Un coup d'État orchestré par la CIA non pas pour défendre la démocratie, mais pour protéger les profits de la United Fruit Company, une multinationale de la banane qui refusait de payer des impôts équitables et de voir ses terres redistribuées aux paysans. Regardez la République dominicaine, envahie directement par les marines. Regardez Cuba, soumise à un blocus asphyxiant, un siège médiéval moderne qui dure depuis plus de 60 ans, punissant une population entière pour avoir osé choisir une autre voie. La liste est interminable. La Grenade et le Panama, bombardés et envahis pour changer leur gouvernement. Le Chili, où Washington a soutenu le général Pinochet qui a renversé une démocratie établie pour instaurer une dictature néolibérale, précipitant les opposants depuis des hélicoptères dans l'océan Pacifique. L'Argentine, où les États-Unis ont appuyé une junte militaire responsable de la disparition de 30 000 personnes, des étudiants, des syndicalistes, des mères de famille, torturés dans des centres clandestins. Le Nicaragua, où la CIA a financé les contrats, des groupes paramilitaires semant la terreur dans les campagnes. Cette liste est si longue, si sombre et si documentée qu'il faudrait des heures pour énumérer chaque démocratie brisée, chaque rêve écrasé, chaque régime imposé par la force au nom des intérêts corporatistes américains. Zoomons maintenant sur le Venezuela, car c'est le cœur du réacteur actuel. Ce pays détient le trésor ultime, la ressource qui fait tourner le monde, les plus vastes réserves de pétrole prouvées de la planète. Il y a plus d'or noir sous le sol vénézuélien qu'en Arabie Saoudite ou en Russie. Une richesse incalculable, géologique, stratégique. Pourtant, durant des décennies, cette manne a été captée, siphonnée par des firmes étrangères. Les profits de cette richesse naturelle filaient directement vers les gratte-ciel de New York, de Houston ou de la City de Londres.
Ils enrichissaient une élite locale corrompue, vivant dans l'opulence, tandis que le peuple vénézuélien, propriétaire légitime de ce sous-sol, croupissait dans la misère des barrios. C'était le paradoxe absolu. Des ouvriers extrayant le pétrole ne pouvaient même pas se payer l'essence pour des voitures qu'ils ne possédaient de toute façon pas, puis vint le tournant, le moment de rupture, l'arrivée d'Hugo Chavez. Qu'on apprécie ou non le personnage, qu'on critique son style ou sa gestion, il a posé un acte irréversible, impardonnable aux yeux de l'Empire, la nationalisation réelle des hydrocarbures. Il a repris le contrôle de ce qui appartenait constitutionnellement à la nation et a commis le crime suprême. Rediriger cette rente pétrolière, ces milliards de dollars, non pas vers les dividendes des actionnaires étrangers, mais vers des programmes sociaux massifs. Des cliniques dans les bidonvilles, de l'éducation gratuite, des logements sociaux, de l'alimentation subventionnée. Pour la première fois de leur histoire, des millions de Vénézuéliens invisibles ont été arrachés à la pauvreté extrême. Les inégalités ont chuté de manière spectaculaire. La réaction de Washington et de Wall Street ne s'est pas fait attendre. Ce fut la panique. Pourquoi? Car voici la vérité que les médias mainstream s'efforcent de taire. Le système économique global dirigé par les États-Unis ne peut pas tolérer qu'un pays du Sud global, riche en ressources, décide d'utiliser sa richesse pour sa propre population. Le modèle néolibéral repose sur l'accès illimité et bon marché aux matières premières pour les multinationales occidentales. Dès qu'un pays dit « stop », dès qu'il privilégie le bien-être de ses citoyens sur les profits étrangers, il devient l'ennemi à abattre. Peu importe qu'il soit une démocratie, peu importe qu'il réduise la pauvreté. La seule chose qui compte, c'est qu'il défie l'ordre établi et risque de donner un mauvais exemple aux autres nations. La machine à déstabiliser s'est alors mise en branle, implacable. D'abord de l'intérieur, en finançant massivement l'opposition, en créant des ONG écrans et en orchestrant le coup d'État de 2002, où Chavez fut kidnappé pendant 48 heures avant d'être libéré par une insurrection populaire et des militaires loyalistes. Quand cette tentative a échoué, ils sont passés à la vitesse supérieure. À la mort de Chavez et avec l'arrivée de Nicolás Maduro, l'arme des sanctions a été dégainée avec une violence inouïe. Ne vous laissez jamais tromper par le terme diplomatique et aseptisé de sanctions. Ce n'est pas une simple amende ou une réprimande administrative. Les sanctions, telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui, sont une forme de guerre totale. C'est un siège médiéval moderne, conçu scientifiquement pour faire souffrir les populations civiles, pour les priver de tout, dans l'espoir cynique qu'elles se révoltent contre leurs dirigeants. C'est une punition collective. Le résultat fut apocalyptique. L'économie vénézuélienne a été dynamitée. Les revenus de l'État ont chuté de 99%. Imaginez gérer un pays avec 1% de ses revenus habituels. Des pénuries massives d'aliments et de médicaments sont apparues. L'exode a poussé 6 millions de personnes sur les routes. Les rapports des experts de l'ONU, et non la propagande du gouvernement, ont confirmé que ces mesures coercitives unilatérales ont causé la mort de dizaines de milliers de civils. Des enfants diabétiques morts faute d'insuline importée, des patients cancéreux condamnés car les machines de radiothérapie ne pouvaient être réparées faute de pièces de rechange, les comptes de l'État étant gelés par les banques occidentales. Le Venezuela, coupé du système financier SWIFT, ne pouvait ni vendre son pétrole, ni utiliser ses réserves d'or volées par la Banque d'Angleterre, ni importer l'essentiel pour survivre. C'est une strangulation délibérée, méthodique. Prétendre, comme le font les porte-paroles du département d'État, que ces sanctions visent le régime et ses corrompus, et non le peuple, est le mensonge le plus grossier du XXIe siècle. Quand on fait effondrer la monnaie d'un pays, quand on détruit son industrie pétrolière, quand on bloque ses importations de nourriture, ce ne sont pas les élites au pouvoir qui sautent des repas. Ce sont les travailleurs, les retraités, les mères célibataires, les plus vulnérables qui paient le prix fort. Le but est cruel, rendre la vie quotidienne si insupportable, si misérable, que la population, à bout de force, renverse le gouvernement, peu importe le chaos qui s'ensuit. Mais Washington a commis une erreur de calcul monumentale, une erreur du bris. Au lieu de plier, au lieu de s'effondrer et de demander pardon, le Venezuela, acculé, n'a pas eu d'autre choix que de se tourner vers d'autres parias de l'Empire, vers ceux qui connaissent la mécanique de l'exclusion, la Russie, la Chine, l'Iran. Ces nations, comprenant parfaitement l'opportunité géopolitique qui s'offrait à elles, ont répondu présente. Non par charité chrétienne, non par altruisme, mais par réalisme stratégique. Chaque sanction américaine, chaque tentative d'isoler Caracas n'a fait que cimenter ces nouvelles alliances. La Chine a investi des milliards pour maintenir les infrastructures vitales. L'Iran a envoyé des tankers de carburant au mépris du blocus américain pour que les ambulances vénézuéliennes puissent rouler. Et la Russie a apporté son parapluie militaire et technique. L'arrivée des navires de guerre russes dans les Caraïbes est l'aboutissement logique, inévitable, de cette politique d'agression américaine. C'est un message retentissant envoyé à la face du monde. L'ère de la domination sans partage est révolue. L'Empire ne peut plus dicter sa loi partout, tout le temps. Et l'ironie de la situation est mordante, presque comique si elle n'était pas si dangereuse. Les États-Unis, qui maintiennent un réseau tentaculaire de plus de 800 bases militaires dans 170 pays, qui patrouillent avec leurs porte-avions dans toutes les mers du globe, de la mer de Chine méridionale au golfe Persique, crient aujourd'hui au scandale et à la provocation pour la présence de quelques navires russes au Venezuela. C'est l'illustration parfaite du « deux poids, deux mesures »
à une échelle cosmique. Parlons aussi de l'argument démocratique, car c'est toujours le paravent moral utilisé pour justifier l'injustifiable. Washington prétend imposer cette brutalité au nom de la liberté et de la démocratie. Mais regardons l'histoire en face. Est-ce vraiment le souci des États-Unis? Si la démocratie était le critère, pourquoi avoir soutenu Pinochet au Chili? Pourquoi avoir appuyé le dictateur Suharto en Indonésie, responsable d'un génocide? Pourquoi soutenir inconditionnellement, encore aujourd'hui, l'Arabie saoudite? Parlons-en de l'Arabie saoudite. Une monarchie absolue, théocratique, où il n'y a ni élection, ni parlement, ni liberté de la presse. Un pays où les femmes sont sous tutelle, où les opposants sont décapités sur la place publique ou découpés en morceaux dans des consulats, comme le journaliste Jamal Khashoggi. Pourtant, ce régime est qualifié des « alliés stratégiques », des « amis » par Washington. Pourquoi? Parce qu'il vend son pétrole en dollars, parce qu'il achète pour des milliards d'armes américaines, et parce qu'il obéit aux intérêts géopolitiques des États-Unis. La règle est simple, cynique, mais absolue. Un dictateur qui sert les intérêts économiques et stratégiques américains est un partenaire respectable. Une démocratie, même imparfaite, qui nationalise ses ressources et refuse la soumission, devient instantanément un régime hostile ou une dictature à abattre. Mais ce monde est en train de mourir sous nos yeux, car il est contesté de toutes parts. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Amérique latine, remplaçant les États-Unis dans leur propre arrière-cour. De plus en plus de pays du Sud global commencent à commercer en monnaie locale, contournant le dollar pour échapper à l'extraterritorialité du droit américain. Les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, s'élargissent et bâtissent une architecture financière alternative. Le Sud global cherche sa propre voie, refuse l'alignement automatique et exige une souveraineté réelle. Le Venezuela est le microcosme, le laboratoire de cette mutation mondiale. Chaque baril de pétrole vendu hors du système dollar, chaque navire russe qui accoste à la guerra, chaque yuan chinois investi dans les raffineries vénézuéliennes est un clou de plus dans le cercueil de l'ancien monde unipolaire. Washington peut menacer, peut sanctionner, peut envoyer ses porte-avions, mais la réalité est têtue. Le monde refuse désormais de servir les intérêts d'un seul maître. La peur a changé de camp. Ce réveil géopolitique est brutal, mais il est nécessaire. Si vous voulez continuer à comprendre ces bouleversements tectoniques que les grands médias s'efforcent d'occulter ou de simplifier à outrance, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces analyses sans filtre. Partagez cette vidéo massivement avec ceux qui cherchent la vérité sur le véritable visage du pouvoir mondial. Ne restez pas endormis. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine analyse, où nous décrypterons ensemble l'envers du décor. La démocratie n'a jamais été le facteur déterminant. La seule chose qui compte, c'est l'obéissance impériale. Si Washington se souciait réellement du bien-être des Vénézuéliens, il n'imposerait pas une punition collective qui affame la population. Il ne soutiendrait pas des mascarades comme l'autoproclamation de Juan Guaidó en 2019, où un homme n'ayant jamais été élu à la présidence a été reconnu par l'Occident comme chef d'État, simplement parce qu'il promettait de privatiser le pétrole. Les États-Unis aiment se présenter comme les gardiens de l'ordre international fondé sur des règles. Mais quelles règles? Celles qu'ils édictent pour les autres tout en les violant systématiquement eux-mêmes? Ils ont envahi l'Irak en 2003 sur la base de mensonges avérés, sans mandat de l'ONU, causant des centaines de milliers de morts et le chaos régional, sans jamais subir la moindre sanction. Ils pratiquent la torture dans des sites noirs. Ils espionnent le monde entier, y compris leurs propres alliés européens, comme l'ont révélé les affaires Snowden et l'écoute du portable d'Angela Merkel. Ils possèdent le plus grand arsenal nucléaire du monde, mais interdisent aux autres de se défendre. Alors, voir cette puissance s'offusquer de la présence russe au nom du droit international ou de la stabilité régionale prête à sourire jaune. C'est l'arrogance d'un empire qui ne conçoit même plus la réciprocité. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le sort de Caracas ou les manœuvres de Moscou. Nous assistons à l'effondrement lent, chaotique, mais inéluctable de l'ordre mondial post-1945. Cet ordre a été bâti sur la suprématie du dollar, sur le contrôle des institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale, et sur la puissance militaire américaine.